bienvenue dans Faites-moi lire où je reçois aujourd'hui Florian Mazel et Manon Pignot à l'occasion de la parution de Marc Bloch, L'Histoire en résistance, publiée aux éditions du Seuil, ainsi que de leur conférence comme grand témoin au Champ libre de Rennes. Historien majeur du XXe siècle, Marc Bloch a profondément transformé notre manière de penser l'histoire, mais il fut aussi un homme d'engagement, combattant des 2 guerres mondiales, résistant jusqu'à être assassiné par l'occupant nazi en 1944. À la veille de son entrée au Panthéon, cet ouvrage collectif rappelle combien, pour lui, écrire l'histoire relevait d'une exigence de vérité, mais aussi d'un acte profondément civique. Bonjour Manon, bonjour Florian. Bonjour. On va commencer par bien situer l'homme et donc rappeler qui il est. Alors, pouvez-vous nous présenter qui était Marc Bloch et comment on le connaît ? Vas-y, je t'en prie. Donc Marc Bloch, c'est un historien, comme vous l'avez dit, qui est né en 1886 dans une famille qui était déjà, je dirais, intégrée dans l'élite intellectuelle et par ailleurs aussi républicaine, puisque c'est une famille d'origine alsacienne qui avait opté pour la France, comme on dit, en 1871, pour la France comme nation, pour la France comme république, et qui adhérait, on va dire, au modèle d'une méritocratie républicaine. Et Marc Bloch, finalement, il s'est inscrit au début dans les pas vraiment de son père, puisqu'il a fait des études brillantes, et puis à l'École normale supérieure en particulier, et puis il a choisi l'histoire comme cœur de métier. Et il a très tôt, après avoir combattu dans la Première Guerre mondiale, et avoir combattu en y brillant, puisqu'il en est ressorti capitaine après avoir commencé comme simple sergent. Il en est ressorti avec la Croix de guerre, des citations. Donc ça a été un héros de la Première Guerre mondiale. Mais ça a interrompu son parcours, je dirais, d'étudiant, puisqu'il a dû achever sa thèse de manière plus précipitée après-guerre. Et il a très tôt été recruté à l'université à Strasbourg, où il a fait l'essentiel de sa carrière, jusqu'au milieu des années 30, où il a fini par être recruté à Paris, à la Sorbonne. Et dans la prolongation de son engagement d'ailleurs de la Première Guerre mondiale, il s'est réengagé dans la Seconde, alors qu'il n'en était pas, je dirais, il n'y était pas contraint, puisqu'il était déjà assez âgé, qu'il avait une charge de famille importante. Mais ça a participé de son engagement, là aussi, on va dire, républicain, civique et intellectuel. Et finalement, cette guerre, c'est une défaite. Il en a d'ailleurs fait une sorte d'analyse lucide dans un des textes les plus fameux qu'il a écrit, L'étrange défaite. Et puis, comme il était juif et d'origine juive, il a été victime de la politique de ségrégation et d'exclusion du régime de Vichy. Donc il a été... Alors, il y a eu des aménagements, mais progressivement, il a été finalement mis au banc, malgré tout, de l'université. Et il a fini par entrer en clandestinité, puis dans la résistance, et par être capturé, et torturé, et exécuté le 16 juin 1944. Très belle description de son amour de la France dans le début de L'Étrange défaite. Absolument remarquable et que tout le monde pourrait lire de nouveau aujourd'hui pour comprendre ce que ça peut être l'attachement à la nation française. Oui, alors c'est ça, c'est la nation et la République. C'est vrai que je pense qu'il faut vraiment nouer les deux, parce qu'on pense spontanément nation, mais en fait pour lui, le choix de sa famille en 1871, son choix propre qu'il renouvelle dans le portrait qu'il fait finalement dans le début de L'Étrange défaite, il commence effectivement par faire un portrait de lui-même, met l'accent sur aussi toute une geste familiale depuis la Révolution. Il évoque un aïeul qui a combattu dans les rangs de l'armée révolutionnaire au cours de l'an 2, et en 1871, il choisit la France parce que c'est la République qui a émancipé les Juifs. C'est-à-dire que voilà, c'est pas uniquement le face-à-face France-Allemagne, c'est le face-à-face aussi République-Empire allemand. Et la citoyenneté, la France, en tant que République, l'avait accordée aux Juifs, ce que l'Allemagne n'avait pas fait. Parce que Bien sûr. Je pense que, si vous me permettez, sûr, c'est vraiment important d'insister là-dessus, à l'heure de sa panthéonisation, parce que, comme Patrick Boucheron l'écrit très bien dans l'ouvrage collectif auquel j'ai participé et que Florian Mazel a dirigé, les panthéonisations, c'est souvent des moments où plein de gens essayent de capter des héritages mémoriels de la personne qu'on va amener au Panthéon. Et on a déjà vu assez récemment que ça commence là pour Marc Bloch, et notamment autour de cette question du patriotisme de Marc Bloch, de son amour de la France. Et je pense que c'est vraiment important d'insister sur le fait que c'est une France républicaine à laquelle il est très attaché, et que
toutes les valeurs pour lesquelles il s'est engagé à la fois comme enseignant puis ensuite comme résistant, elles se retrouvent dans ce patriotisme républicain très particulier. Et notamment quand toutes les tentatives de captation par l'extrême droite aujourd'hui de la mémoire de Marc Bloch. Pas seulement aujourd'hui, il y a eu le père Le Pen, il y a eu Sarkozy. Voilà, mais encore récemment, un certain temps. Encore récemment, Jordan Bardella a cité, de manière tronquée d'ailleurs, une citation de Marc Bloch. Le sacre de Reims. Le sacre de Reims, c'est la fête de la Fédération. Ouais. Et il faut, puisqu'il aime les citations, il ne faut pas hésiter à lui en envoyer d'autres en réponse et lui rappeler que Marc Bloch disait qu'il ne faisait jamais référence à ses origines juives, sauf dans un seul cas, en face d'un antisémite. Il y a du philosémitisme parfois opportun. Oui. On est d'accord. Manon, quand on dit que Marc Bloch a changé la manière d'écrire l'histoire, ça signifie quoi concrètement? Est-ce que vous pouvez expliquer à nos téléspectateurs? Alors, Marc Bloch, il fait partie d'une génération, comme Florian l'a rappelé, qui a été formée dans les années 1900-1910 par ce qu'on appelait ce qu'on appelle aujourd'hui l'école méthodique, c'est-à-dire les premiers historiens qui ont réfléchi à la discipline historique comme à une science et qui ont élaboré une méthode historique. Jusqu'à la fin du XIXe siècle, l'histoire, c'était d'abord un récit, parfois assez fictionné, avec les auteurs de livres d'histoire s'autorisaient des digressions qui n'étaient pas du tout scientifiques. Et à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, il y a l'élaboration collective d'une méthode historique à partir des sources, à partir des archives, avec un système d'enquête et puis de citation des sources très méthodique, comme son nom l'indique, c'est-à-dire très scientifique, très sérieuse. Et c'est ce qui va donner à l'histoire son statut de science. Et Marc Bloch, il a été formé par ces maîtres-là, mais il a aussi développé un désir de s'émanciper aussi d'un certain type d'histoire, c'est-à-dire d'une histoire très événementielle, très politique. Et donc, il va finalement creuser son propre sillon dès sa thèse, en travaillant sur ce que plus tard on appellera une histoire sociale, une histoire économique. Et il est le fondateur d'un nouveau courant historiographique, d'une nouvelle manière de faire et d'écrire l'histoire avec Lucien Febvre. Et ce nouveau courant s'incarne dans une revue qui est fondée en 1929, qui s'appelle Les Annales d'histoire économique et sociale. Alors précisément, en quoi la revue des Annales, qui sera rétrospectivement, donnera naissance à l'école des Annales, en quoi elle modifie? Est-ce que c'est une révolution de méthode ou est-ce que c'est une révolution de regard ou est-ce que c'est les deux? C'est un peu les deux, parce qu'en fait, il y a des enjeux méthodologiques. Le premier, c'est, il y a une formule, elle est de Lucien Febvre, mais Marc Bloch y adhère complètement, c'est de considérer que tout doit partir d'un problème, et non pas, par exemple, d'un document ou d'une période historique. L'enjeu premier, c'est un problème à résoudre, et chacun de ces livres est fondé sur un problème à résoudre. Par exemple, un des plus célèbres, Les Rois thaumaturges, sur la capacité qui était attribuée aux rois de France et d'Angleterre de faire des miracles, notamment pour guérir une maladie de peau. Le problème sous-jacent, c'est comment pouvait-on croire à ce genre de miracle, et pourquoi c'était intéressant pour les rois qu'on croit à leur capacité à faire des miracles. Et ensuite, il en déduit les sources dans lesquelles il va mener son enquête, donc des sources iconographiques, des images, des textes, et il en déduit une période, tout le temps où on a cru à cela. Et finalement, que ça déborde le Moyen-Âge, peu importe, il va jusqu'au XVIIe siècle en Angleterre, il va jusqu'au XIXe siècle en France. Et il commence vers le XIe. Et il commence vers le XIe, XIIe, et même parfois il remonte même un peu plus loin, parce qu'il va chercher des pré-trace un petit peu de cette croyance jusqu'au VIe siècle. Donc il a un compas chronologique très large. Donc l'enjeu premier, c'est ça, c'est le problème qui conditionne, vous voyez, une variété de sources. Ça aussi, c'est important, parce qu'à l'époque, les historiens ils travaillaient surtout sur des sources écrites. Lui, il a intégré les images, l'archéologie, la photographie aérienne, après son expérience de la Première Guerre mondiale. Et puis, je dirais aussi, autre rapport important, il faisait de l'histoire comparée. Il a pensé, alors il n'est pas le premier, mais je dirais qu'il l'a vraiment systématisé, c'est-à-dire l'idée que pour faire science, l'histoire, elle doit atteindre un certain niveau de généralité. Et pour atteindre ce niveau de généralité, on ne peut pas rester dans un exemple particulier. Il faut donc multiplier les cas, les comparer entre eux pour essayer de dégager des vérités générales. Et ensuite, on va pouvoir revenir vers les cas pour les différencier. Mais il faut
comparer. Et donc pour les rois thaumaturges, il compare France et Angleterre. Dans les caractères originaux de l'histoire rurale française, il compare les régions françaises. Dans la société féodale, toute l'Europe, oui, etc. Ça reste dans un référentiel occidental européen. Oui, disons que là, pour le coup, il est médiéviste, spécialiste d'une période qui n'a de sens qu'à l'échelle de l'Europe. À propos des choses qu'on redécouvre ou qui visiblement ont une pérennité, on a cette lettre, ce texte de 1921 sur les fausses nouvelles et qui, je crois, trouve un écho particulièrement saisissant à l'heure actuelle où les régimes de vérité sont particulièrement bousculés avec l'arrivée notamment de l'IA et précédemment avec les réseaux sociaux et la suppression des filtres critiques. Cet article de 1921, qui paraît dans une revue scientifique très sérieuse qui s'appelle la Revue de Synthèse, ce sont des observations que Marc Bloch, jeune sous-officier, a pu faire et noter pendant le conflit. Et il a notamment observé la naissance et la formation d'une rumeur et sa circulation. Et c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui de l'histoire du temps présent. C'est-à-dire que bien que soldat, bien que combattant, bien que entièrement concentré sur l'objectif de ne pas se faire tuer au front, et il a quand même été blessé 2 fois, donc il sait que la mort est quotidienne et constante. Il prend quand même le temps de jeter sur le papier des notes, et puis après la guerre, il va réutiliser cette matière brute pour en faire cet article qui est devenu vraiment une référence, en tout cas pour les historiens de la guerre de 14, c'est sûr. Et Florian parlait de fulgurance. On peut absolument parler de fulgurance aussi dans ce texte de 1921, où Marc Bloch dit quand on veut faire l'histoire des sociétés passées, on va faire une histoire sociale, une histoire économique, mais il faut aussi réfléchir à l'outillage mental des sociétés. Et cette formulation, l'outillage mental des sociétés, il dit aussi psychologie sociale, en fait, c'est ce qu'on appellera plus tard l'histoire des mentalités, l'histoire culturelle, l'histoire des préjugés, l'histoire des représentations. Les peurs, exactement. représentations et en fait, émotionnelles. L'histoire des peurs, des émotions, des ressentis, des sensibilités et des manières dont une société, à un moment donné, se pense elle-même et se représente elle-même, c'est absolument un champ historiographique à part entière. Une rumeur se propage dans une société, quelle que soit la valence de vérité ou de fausseté de cette rumeur, elle se propage s'il y a un terrain qui lui est propice. Exactement, et généralement un terrain de peur, un terrain d'inquiétude. Dans le cas de Marc Bloch, c'est une rumeur qui concerne la présence d'espions allemands en arrière de la ligne de front. Et donc, mais Marc Bloch sait que c'est faux. Voilà, mais Marc Bloch sait que c'est faux parce qu'il a lui-même assisté à l'arrestation des soldats et en fait, il voit partir la rumeur et il voit revenir la rumeur amplifiée, déformée parce qu'elle est passée par l'arrière, en arrière-ligne puis carrément à l'arrière, elle a été colportée et déformée et qu'elle revient en première ligne et qu'il voit revenir cette rumeur en disant mais non. Et lui sait que c'est complètement faux. Et ce qui est intéressant vraiment aujourd'hui, c'est que ce texte-là, la manière dont il va décortiquer à la fois les conditions d'apparition de la rumeur, les conditions nécessaires d'une certaine manière, notamment la peur, l'inquiétude, la menace, mais aussi les mécanismes de circulation de la rumeur, en fait, c'est des choses que, dans les années 60-70, par exemple, des sociologues comme Edgar Morin vont reprendre pour travailler sur la rumeur d'Orléans, les mythes antisémites, etc. Mais en fait, Marc Bloch en avait déjà eu conscience. Non seulement il en a eu conscience, mais il l'a mis par écrit en 1921. Mais là, cette rumeur, c'est pas une fake news au sens où elle n'est pas délibérément fabriquée pour tromper l'opinion. C'est ça la différence entre la fausse nouvelle. Parce que fake news, c'est la traduction exacte de fausse nouvelle. Mais fausse nouvelle pour Marc Bloch, c'est la rumeur. C'est la rumeur dont on ne connaît pas très bien l'origine, mais qui est colportée, entre guillemets, de bonne foi par l'opinion publique, parce que cette opinion publique, en l'occurrence là, pendant la guerre de 14, est terrifiée à l'idée de perdre la guerre, d'être envahie par les Allemands, etc. Mais à la différence de la fake news, type Donald Trump, qui fabrique délibérément du faux, de la fausse information pour manipuler.
l'opinion. Précisément, Florian, dans cette société où le politique notamment, mais pas que lui, instrumentalise l'histoire, en quoi le Marc Bloch peut et reste un repère pour les historiens pour comprendre comment détricoter ou essayer de court-circuiter cette fabrication de la fake news ou de la fausse information? Il y a deux projets presque éthiques dans la manière dont Marc Bloch fait de l'histoire, hein. Il y a cet attachement à la vérité, c'est-à-dire qu'il fait du faux, en quelque sorte, et du mensonge un objet d'histoire, parce que justement, il ne considère pas qu'il suffit juste de discriminer entre le faux et le vrai, puis finalement le faux, on va le laisser de côté au profit du vrai. Non, il considère que promouvoir une forme d'exigence de la vérité, c'est se confronter au faux, en faire un objet d'histoire pour le critiquer. Donc il y a une dynamique d'attachement à la vérité, hein. Je vous rappelle que dans son testament, il demande à ce que soit écrit sur sa tombe « Il chérissait la vérité hein, », dilexit veritatem en latin. Et donc il chérissait la vérité qui est vraiment, voilà. Et pour atteindre la vérité, il faut exercer la critique. Deuxième volet, c'est l'esprit critique est au cœur de toute démarche historique. Et l'esprit critique, c'est à la fois prendre de la distance, donc ne pas coller et adhérer, et en même temps déployer des instruments, notamment méthodologiques, pour ne pas se laisser abuser. Et ça, finalement, ça vaut pour l'historien, mais ça vaut pour le citoyen. Et il y a une vraie porosité entre la dynamique historienne et la dynamique civique. Et dernier volet, c'est ce qu'il appelle, l'historien doit toujours refuser l'idole des origines. C'est-à-dire ne pas penser l'histoire comme une généalogie, ne pas penser la nation, par exemple, sur un mode généalogique qui reviendrait à une origine mythique, d'une certaine manière, enfin qui pour lui est toujours mythique, parce qu'elle est construite depuis le présent. Et donc l'idée aussi de l'historien, c'est qu'il n'est pas uniquement le dépositaire d'un legs sédimenté, mais plutôt il est au présent quelqu'un qui va remonter le temps, mais remonter le temps pour explorer les séquences, les périodiser, les recontextualiser avec l'outil de la critique, sans, je dirais, fétichiser une origine. Et si je peux me permettre, excusez-moi, permettez-vous, cher Manon. L'esprit critique de l'historien et l'esprit critique du citoyen, il y a un maillon intermédiaire qui relie les deux, et c'est l'esprit critique de l'enseignant. Et cette importance d'enseigner l'esprit critique aux élèves. Parce que Marc Bloch, on l'a beaucoup dit, c'est un historien, mais c'est aussi un enseignant, c'est-à-dire que c'est un prof, et qui a vraiment à cœur, tout au long de sa carrière, de transmettre à ses élèves, que ce soit ses élèves du lycée d'Amiens en 1913, ses élèves de l'université de Strasbourg en 1919 ou ses élèves de la Sorbonne après cela, ou tous les élèves qu'il va rencontrer en faisant des conférences, et il en fait beaucoup, en France, en Europe, voilà. C'est transmettre l'histoire, c'est-à-dire transmettre ce récit critique du passé, mais transmettre aussi cette méthode, cet esprit critique. On ne peut mieux définir la mission de l'école républicaine. Exactement. On entend souvent cette phrase, alors là, pas pour vous provoquer, mais parce que c'est un fait qui est devenu très présente dans le débat public, comme quoi l'histoire est toujours écrite par les vainqueurs. Comment vous répondez? Que répondez-vous à ces personnes qui peuvent vous dire oui, l'esprit critique, oui, mais l'esprit critique au service d'une histoire qui a été écrite par les vainqueurs? Ce qu'on entend beaucoup, hein, Mais le texte de l'étrange défaite, bon, c'est un titre posthume, hein, donc c'était pas le titre qu'il aurait choisi sans doute. Oui, d'ailleurs, je crois que son fils ne voulait pas du tout de ce titre. Non, qui en plus est un peu trompeur, parce que pour Marc Bloch, la défaite avait rien d'étrange. Et on peut au contraire elle était même annoncée. L'administration et l'état-major français. Voilà. Donc voilà, il est. Mais en revanche, ça commence par des positions d'un vaincu. Et pour le coup, il ne se positionne pas du tout de manière... au contraire, c'est en tant que vaincu qu'il estime que, d'abord, il a le devoir de rendre compte de ce qui s'est passé à ses yeux, et c'est sur la base aussi de cette défaite qu'il analyse, enfin, c'est vraiment le ressort profond de son analyse. Donc, moi, j'ai l'impression que, justement, Marc Bloch, il prend de la distance par rapport à cette on pourrait dire, hégémonie du discours des vainqueurs. Deuxième remarque, alors c'est un peu plus en creux, mais tout de même, après la Première Guerre mondiale, il n'est pas du tout dans une optique triomphaliste, par exemple, de la supériorité de la France ou de la science française sur l'Allemagne. Il reste complètement ouvert sur l'étranger, y compris l'Allemagne. Après, dans les années 20-30, c'est que progressivement, dans les années 30, qu'on voit à travers ses comptes rendus qu'il se désole de la dérive et du dévoiement de certains historiens allemands dans le nationalisme et le nazisme. Mais dans les années 20, il n'est pas du tout dans une posture de vainqueur, ni sur le plan politique, ni sur le plan, je dirais, civique, critique.
Donc pour moi, c'est un historien qui, au contraire, a su, tout en étant un homme au présent, très engagé, on va dire, enfin très sensible à la vie, au monde dans lequel il vivait, à maintenir cette fameuse distance qui doit toujours rappeler l'historien. Alors il était l'héritier de l'école méthodique, on l'a dit, avec cette exigence peut-être qui nous semblait un peu naïve, mais oui, si, de neutralité, de prise de distance et de dégagement des solidarités implicites qu'on peut avoir avec sa nation, sa famille. En tout cas, d'impartialité. Voilà. Justement, mais Manon, sur cette histoire d'histoire écrite par les vainqueurs, c'est pas l'histoire qui est écrite par les vainqueurs, c'est la mémoire officielle. La mémoire collective, la mémoire officielle, elle est imbibée d'un récit officiel écrit par les vainqueurs. Mais justement, c'est ça la fonction de l'histoire. La fonction de l'histoire, c'est de recontextualiser ces mémoires collectives, ces mémoires officielles, et de les remettre face à ce que disent les sources. Et donc, depuis quand même maintenant plusieurs décennies, et dans le sillage ouvert par Marc Bloch, par Lucien Febvre, la multiplicité des champs historiographiques ont montré que les historiens et les historiennes sont capables d'aller chercher des voix, VOIX, qui sont y compris les voix des sans-voix, les voix des subalternes, etc. Les voix multiples et plurielles, certes, par contre, jusqu'où on les réintroduit au sein de l'écriture officielle de la mémoire, ça c'est autre chose. Oui, mais c'est ça, c'est exactement ce que je vous dis. C'est-à-dire que le travail des historiens, c'est pas un travail de mémorialiste. Oui, c'est ça. Alors en tout cas, ce qui est clair, c'est que cette exigence de vérité, pour l'appeler comme ça, mais je pense qu'on peut dans Marc Bloch vraiment l'appeler comme ça, même quand elle dérange, est sans doute une des raisons qui justifie son entrée au Panthéon. Ma question, c'est pourquoi, alors qu'il me semble déjà, il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans, qu'on parlait déjà de sa panthéonisation, pourquoi elle arrive maintenant, à votre avis ? Il y a des explications. Justement, je pense aussi, mais j'aimerais vous entendre les dire. Toute panthéonisation, elle s'inscrit dans un moment politique. Alors, donc, voilà, pour moi, j'en ai une vision. Après, moi, ce que j'en perçois, c'est Marc Bloch, il a l'avantage, entre guillemets, d'incarner, une expression que j'aime pas trop, mais il coche beaucoup de cases, on va dire, de ce dont le pays a besoin aujourd'hui pour être réparé. On vous écoute, Florian, nous les donner. Et oui, et donc, en fait, il est le représentant d'une minorité exemplaire. Il vient d'un judaïsme qui n'est pas en même temps un judaïsme pratiquant, religieux, qui pourrait distinguer, ni communautaire. Voilà. Donc il est arrivé à à s'intégrer à la nation, tout en ne reniant pas cette judéité. Simplement, ce n'est pas une judéité confessante. Il est un républicain. Fondamentalement un républicain, farouche. Il est un antifasciste aussi, il faut le rappeler, parce que dans les années 30, il signe un certain nombre de pétitions qui font clairement de lui un opposant au régime autoritaire. Il est un combattant. Et là, je pense que ça joue aussi un rôle dans le contexte, on va dire, de montée des périls qu'on peut peut-être connaître ou percevoir aujourd'hui. Un combattant, par exemple, aussi, qui était favorable, il était officier de réserve, il était favorable à un service militaire et à la conscription, je pense. Et puis c'est, un savant, un intellectuel, on ne peut pas dire qu'on n'en ait pas besoin aujourd'hui, même s'ils sont souvent décriés. Il est un enseignant, un transmetteur, et un enseignant qui a été sensible à toute la chaîne éducative, puisque l'apologie, c'est une réponse à une question d'enfant, parce qu'il a enseigné à des lycéens, parce qu'il a enseigné ensuite à des étudiants, qu'il a aussi, entre 36 et 38, il a tenu aussi à enseigner dans des écoles normales supérieures qui, à l'époque, formaient les formateurs des instituteurs et des institutrices, qui n'était pas la grande école de la rue d'Ulm, mais qui était, on va dire, ce qu'on appelait à l'époque les petites écoles de l'ENS, de Fontenay-Saint-Cloud, de Fontenay et de Saint-Cloud, mais qui avaient pour objectif de former les maîtres des écoles. Donc, là aussi, c'est l'enseignant et le républicain associés. Donc, voilà, pour moi, tout cela a l'avantage d'être à la fois consensuel et de coller à un certain nombre d'urgences du moment, qui fait qu'aujourd'hui, sa panthéonisation paraît plus évidente, sans doute, politique qu'elle ne l'était il y a, effectivement, puisqu'on parle de cette panthéonisation depuis le milieu des années 2000, en fait. C'est ça. Et puis, il y a aussi, et c'est toujours le cas dans tous les cas de panthéonisation, il y a aussi la vie de la famille. Bien sûr. Et il se trouve que quand Étienne Bloch était très hostile à la panthéonisation de son père, de son vivant, or c'était lui vraiment le gardien de la mémoire. Oui, c'est ça, le gardien du temple. Et puis, même après le décès d'Étienne Bloch, il y a eu des propositions présidentielles de
procéder à la panthéonisation de Marc Bloch, et ces propositions ont été rejetées de la manière la plus claire par la famille, c'est-à-dire par les ayants droit de Marc Bloch, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, au motif qu'ils refusaient l'instrumentalisation politique qui serait faite de la cérémonie, parce qu'il y a toujours une instrumentalisation politique d'une cérémonie de panthéonisation. Et à l'époque, c'était le président Nicolas Sarkozy qui avait émis le souhait de faire panthéoniser Marc Bloch, et la famille avait répondu de la manière la plus claire qu'elle ne souhaitait pas offrir à Nicolas Sarkozy, qui venait de créer un ministère de l'identité nationale, au motif que, je cite la lettre ouverte que les ayants droit de Marc Bloch avaient publiée à l'époque, il incarnait tout ce contre quoi Marc Bloch s'était battu, et qu'il ne souhaitait pas lui offrir cette occasion. Voilà, bien sûr. Au-delà de Sarkozy, de toute façon, ça pose le problème plus général des politiques mémorielles. Absolument, mais c'est vrai que... Là, en l'occurrence, ce qui est assez étonnant, c'est que la famille aussi, qui au départ était plutôt hostile, s'est laissée convaincre par, on va dire, des historiens de l'intérêt qu'il y avait à aujourd'hui promouvoir cette figure. Merci à vous, Manon Pignot et Florian Mazel. Marc Bloch, l'histoire en résistance nous rappelle que l'histoire n'est pas seulement une connaissance du passé, elle peut être une école de lucidité, une exigence de vérité et une force pour tenir dans le présent, voire dans le futur. Faites-moi lire, c'est fini, je vous dis à la semaine prochaine.